Ravi de vous retrouver dans le cadre de cette demi-heure de l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité de ce soir, à Pointe-Noire, une messe d'action de grâce a été organisée, prélude à la célébration du 65e anniversaire des FAC et de la gendarmerie, prévue le 22 juin prochain. Ce samedi 20 juin marque la célébration mondiale des réfugiés. Question de mettre en lumière leur détresse et travailler ensemble pour trouver des solutions au déplacement. C'était là les titres, restez avec nous pour le dérouler. Excellentes conditions de suivi à toutes et à tous. À Pointe-Noire, une messe d'action de grâce a été organisée hier vendredi dans la salle d'amphithéâtre du camp de la base militaire, prélude au 65e anniversaire des FAC et de la gendarmerie qui sera célébré le 22 juin 2026. Témoin de cet événement, Prince Charlie Tikaya et PJ Ngoma. C'est sous le thème « Une république endurante et opérationnelle », résolument engagée à maintenir un climat de sécurité sur l'ensemble du territoire national, qu'a été célébrée la messe d'action de grâce, prélude au 65e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale. Une série d'activités liées à cette célébration a été entreprise par les forces armées congolaises et la gendarmerie dans la ville océane. Parmi elles, des activités physiques et sportives, une marche commando de 10 km, des tirs après effort et la cérémonie d'un dépôt de gerbes de fleurs en souvenir aux morts à la place du soldat inconnu. Plusieurs congrégations religieuses ont officié cette messe qui a connu 3 temps forts, dont la lecture de l'évangile tiré du livre de Saint Jacques, le chapitre 1, verset 2 au verset 4, suivi de la prédication par le père Maxime Koumba qui a exhorté les agents de la force de l'ordre à aimer, pardonner et à mieux servir la nation. Pour arriver effectivement à ce que notre endurance soit opérationnelle, pour arriver effectivement à un climat de sérénité, il faut donc l'unité. Il faut l'unité, mais l'unité centrée dans la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et donc si on va à la pensée divine, il dit, l'unité dont nous parle Jésus, l'unité, pas extérieure, mais intérieure, notre cœur, est une force nécessaire pour un défi réel, pour un avancement réel, pour une endurance vraie. Puis est intervenu le mot du nouveau commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le colonel-major Aimé Fred Ouvre-Nyanga, lu par le colonel-major Charles Vinga, commandant de la 10e brigade d'infanterie. Lors des échanges de vœux de la force publique en 2002, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, disait, je cite, « Aucune armée au monde ne peut être forte et puissante si elle ne bénéficie pas de la complicité de sa population. » Fin de citation. La population congolaise doit donc accompagner la force publique dans l'accomplissement de ses tâches régaliennes. Et l'Église œcuménique du Congo n'a jamais dérogé à la règle. Le 22 juin, journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est donc avec un corps vibrant d'émotion et de gratitude que je prends la parole au nom du colonel-major, commandant la zone militaire de défense numéro 1, pour vous dire ce petit mot, merci. Merci pour ce breuvage spirituel que vous venez de nous servir ce matin. Par ces péricopes bibliques, vous nous avez une fois de plus montré le chemin. Vous nous avez remis cette lampe qui est la vérité et vous avez insufflé en nous la vie éternelle. J'allais dire que vous nous avez une fois de plus montré Jésus, l'alpha, l'oméga. Enfin, les officiers et sous-officiers ont apporté leurs offrandes, un moment qui a été agrémenté et accompagné des chants par la chorale œcuménique.
Comme annoncé au titre, la Journée mondiale des réfugiés est célébrée chaque 20 juin. Elle a été désignée par les Nations Unies pour rendre hommage aux réfugiés du monde entier, mettre en lumière leur détresse et travailler ensemble pour trouver des solutions au déplacement. Un récit de Elius Boabé. La Journée mondiale des réfugiés a lieu le 20 juin de chaque année. Pour cette année 2026, elle revêt une dimension symbolique forte, puisqu'elle coïncide avec le 75e anniversaire de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, alors que l'on dénombre plus de 117 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Ensemble, nous pouvons défendre leurs droits à la sécurité, soutenir leur inclusion économique et sociale et plaider en faveur des solutions aux défis auxquels ils font face. Cette journée permet aussi d'attirer l'attention du monde entier sur le sort des personnes qui fuient les conflits ou les persécutions. La République du Congo abrite plus de 80 000 réfugiés et demandeurs d'asile. La gestion opérationnelle et stratégique de cette population est coordonnée par le ministère de la Coopération internationale, dirigé par le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, en collaboration avec le HCR. Cette année, la Journée internationale des réfugiés est commémorée sous le thème jusqu'à ce que chacun soit en sécurité. Elle nous rappelle une réalité universelle où des millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont été contraints de fuir leur pays en raison des conflits armés, des persécutions ou de graves violations des droits humains et ont sollicité l'asile dans d'autres pays. C'est le cas des 80 000 réfugiés et demandeurs d'asile qui ont trouvé asile en République du Congo, dont la tradition d'hospitalité et de solidarité africaine demeure profondément engagée en faveur de l'accueil et de la protection des réfugiés. La République du Congo continue de mettre en œuvre les instruments juridiques et internationaux pertinents, notamment la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, son protocole de 1967 ainsi que la Convention de l'OUA de 1969. À travers le Comité national d'assistance aux réfugiés, le gouvernement congolais assure la coordination des politiques publiques de protection, en collaboration étroite avec les agences du système des Nations Unies et les partenaires humanitaires. Le contexte mondial actuel est marqué par une aggravation des crises humanitaires, des déplacements forcés, prolongés et pression croissante sur des pays d'accueil. Ce sont des défis auxquels le gouvernement congolais s'attaque inexorablement. Face à ces défis, aucune nation ne peut agir seule. La protection des réfugiés exige une solidarité internationale renforcée, un partage équitable des responsabilités et une mobilisation accrue des ressources. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Congo appelle à un engagement renouvelé de la communauté internationale afin de soutenir les efforts des pays hôtes et d'investir davantage dans des solutions durables, notamment le retour volontaire, l'intégration locale ou la réinstallation. Le gouvernement se félicite des progrès réalisés dans le domaine de la protection, notamment en matière de documentation, d'amélioration des mécanismes de gestion des cas et de renforcement de la coordination institutionnelle. Des efforts importants sont également en cours pour moderniser les systèmes d'enregistrement et améliorer la qualité de la prise en charge des personnes relevant de la compétence du Comité national d'assistance aux réfugiés. Le thème officiel de cette année 2026 est « Jusqu'à ce que tout le monde soit en sécurité ». Ce thème met en lumière le droit fondamental de vivre dans la dignité. Être à l'abri ne se limite pas à échapper à la violence, cela inclut l'accès à l'éducation, aux soins, à l'emploi et la possibilité de construire un avenir pour soi et pour sa famille.
L'avenue de l'Indépendance à Pointe-Noire, dans le 3e arrondissement Tiettié, présente une dégradation critique à hauteur du rond-point Font-Tiettié. Ce délabrement majeur entrave la circulation, cause des dommages aux véhicules et suscite une révolte des usagers. Rudy Gloire Maswangi et Pejingoma signent ce reportage. La problématique de la dégradation très avancée des routes est toujours un casse-tête chinois, comme c'est le cas de l'avenue de l'Indépendance dans le 3e arrondissement, à hauteur du rond-point Font-Tiettié. Cette dégradation se manifeste par des gigantesques nids de poules, des caniveaux bouchés et transformés en poubelles publiques qui peut causer plusieurs maladies. À cela s'ajoutent des odeurs nauséabondes, surtout en cette période de saison sèche où la poussière indispose les populations. Les chauffeurs de taxi et bus prennent d'immenses risques pour les amortisseurs. Cette dégradation très avancée est pointée du doigt. En tout cas, il y a une salabette passée, na minute que bet qui n'andila, n'andil me comme boulot, bah quand même comme on a fois qui dit qu'il est soutien en voula, awa vana vraiment boire awa nyos que fuluka na mazda, soutien na ici awa nyos que fuluka na mazda china zudo ba quand même mana uluta ba problème donc ba son ba biege monter, il me vana 200 me comme 300, il me vana na 300 me comme 400 donc en tout cas faut aider bet population si parfois bet na terra passe. La mairie bagay tala bawo mais bagay gérer bet. Il faut aider beto. Beto si beti ba ban beti avec boulot. Ah ouais mais na utegi ça parfois ba quand même comme na ulut passe. Donc na la mairie à beto en tout cas faut aider beto. Qui m'a déclaré que peut-être que ni manzila ma que me comme marqué vraiment manzila me comme bet na lenda diavé. Donc ba camion que na beba beto ba kak battu de chapeau que na toboka donc vraiment beto ko demander dans l'état ba ko télé beto qui aji. Ba ko yidi ka beto tanzile vraiment. Et ça Nous savons tous que la route est un facteur de développement, mais à Pointe-Noire, ce n'est pas le cas, puisque les populations ne savent plus à quel sens se vouer. L'avenue de l'Indépendance, c'est comme si c'est l'avenue coloniale. Je pourrais le dire comme ça, parce que vous voyez vous-même, il y a des nids de poules par-ci par-là, la poussière qui nous monte ensuite, tous les jours. On souffre ici parce que la route, elle n'est pas bonne, la poussière vient à tout moment. Nous sommes ici, nous sommes grippés. Il y a même des problèmes pulmonaires qui peuvent nous attraper en ce moment. Ce qui est marrant, le maire de la ville, le maire de l'arrondissement Tiettié, je ne sais pas leur rôle. En tant que maire, au moins ça, on ne peut pas attendre le gouvernement puisse venir arranger cela. Même à partir des pierres, on peut mettre des pierres et tout qu'on sort, ça va calmer un peu les nids des poules qui sont ici. Nous souffrons ici. On souffre ici. Même le président de la République, je ne sais pas, au moment qu'il passe dans la ville de Pointe-Noire, je ne sais pas si vraiment il a l'impression que les Congolais vivent. Nous ne vivons pas ici. Ça, c'est nous tuer à petit feu. Parce qu'on ne pourrait pas comprendre dans un pays pétrolier, on puisse voir ce genre de choses. Il n'y a jamais eu un pays pétrolier dans le monde qui est comme Pointe-Noire. Jamais. Très sale. Les routes, des mauvaises routes. Donc nous, les citoyens que nous sommes obligés d'attendre. On est là, on est en train de subir les conséquences que nous n'avons même pas commises. C'est que je pourrais interpeller au gouvernement, ministère des Transports ou bien ministère des Grands Travaux, qui nous voient cette route-là. C'est une route qui part jusqu'à l'hôpital général. Vous voyez, parfois il y a l'embouteillage. L'embouteillage qui est là, l'ambiance est coincé dans l'embouteillage. Comment vous pouvez réaliser une route qui part jusqu'à l'hôpital général soit dans cet état-là? Donc je pourrais attirer une sonnette d'alarme à l'endroit de Madame le maire de Tiettié et le gouvernement qui puissent associer pour qu'on puisse bien arranger cette route. Parce que là, c'est vraiment catastrophique. Cette avenue de l'Indépendance, qui porte en elle toute l'histoire du pays, devrait normalement être dans un bon état en vue de soulager les peines des populations. Aux autorités compétentes de jeter un regard particulier à cette avenue, car faire des promesses à la population, c'est bien, mais concrétiser cela par les actes, c'est mieux. Après 9 mois d'apprentissage et d'évaluation, le vendredi 19 juin 2026 a marqué la fin des compositions du 3e trimestre et le début des grandes vacances dans plusieurs écoles. À l'école conventionnée évangélique Maluango, les élèves ont terminé l'année scolaire dans un mélange d'émotions. Suivez Esti Koulman, le général. Ce vendredi 19 juin 2026 marque la fin des compositions du 3e trimestre et le début
des grandes vacances pour les élèves des classes de passage de plusieurs écoles de la ville océane en général et en particulier celle de l'école conventionnée évangélique Maluango. Après 9 mois d'apprentissage, de devoirs et d'évaluation, les élèves peuvent enfin profiter d'une période de repos bien méritée. Toutefois, cette joie n'est pas encore partagée par tous. Les candidats à l'examen du BPC, notamment les élèves de 3e, devront patienter jusqu'au vendredi 26 juin 2026, date prévue pour la fin des épreuves écrites. Pour certains apprenants, cette fin d'année scolaire est marquée par une certaine nostalgie. Au fil des mois, les liens d'amitié se sont tissés entre camarades de classe, mais aussi avec les enseignants. Une séparation temporaire qui laisse déjà un sentiment de manque chez plusieurs élèves. On a eu à passer du beau temps pendant la rentrée et on a pu se faire des nouveaux amis. Donc, pendant les vacances, certaines personnes vont nous manquer et puis certains profs aussi vont nous manquer. L'année scolaire s'est bien passée. Il y a les autres messieurs qui vont me manquer, comme le monsieur d'anglais, de physique et de maths. Je me sens à l'aise, mais il y a un moment où je serai dans la tristesse, comme mes amis vont me manquer. Je me sens triste parce que tous mes amis vont me manquer, surtout les profs. Notre prof de maths, monsieur Ousmane, il va beaucoup me manquer pour ses jeux et tout ce qu'il a fait pour moi. Dans tous les profs que j'ai su, c'est lui le meilleur prof. La matière aussi, j'adore la matière de maths. C'est pour cela qu'il va beaucoup me manquer, mes amis. À l'inverse, d'autres affichent leur satisfaction à l'idée d'entrer en vacances. Après 9 mois de travail intense, ils voient cette période comme une occasion de se reposer, de se divertir et de se libérer du stress lié aux études. Je me sens vraiment heureux, je suis vraiment content. Parce que là, on a fini les cours. Je suis vraiment heureux. Je me sens bien parce qu'avant on était un peu trop. Mais là, on sera chez nous à l'aise. Après, si j'ai changé de place, ou bien j'ai fait un peu de la balade. Je me sens bien parce qu'on a fini l'année, on a bien travaillé, je suis sûre. Et les vacances vont très bien se passer parce que l'année prochaine, on sera en 5e, tout le monde sera content. Excepté cela, plusieurs élèves ont partagé leurs projets de vacances. Certains envisagent de renforcer leurs connaissances à travers des cours de vacances, tandis que d'autres comptent pratiquer des activités sportives, rendre visite à leurs proches ou aller en voyage. J'irai chez ma tante pendant les vacances et commencer à faire les cours de remise à niveau. Pendant ces vacances, mon père va m'inscrire au foot et je vais continuer le sport. Pendant ces vacances, je vais faire rien, mais je vais partir à Sibiti. Et on va aller juste voir notre mémé. Ainsi s'achève une année scolaire dans un mélange d'émotions entre satisfaction du devoir accompli, nostalgie des moments partagés et espoir de retrouver ses camarades à la prochaine rentrée. Les épreuves du BPC 2026 débuteront le 23 juin dans toute l'étendue du territoire national. Pour ce faire, les candidats dans les établissements scolaires, le cas ici du lycée 30 mars 1970, continuent d'affûter leurs armes pour mieux affronter cet examen. Rudy Glamaswangi et PJ Ngoma. Les épreuves du brevet d'études du premier cycle, la BPC en sigle, sera lancée ce mardi 23 juin 2026 sur toute l'étendue du territoire national, conformément au calendrier ministériel. Les candidats qui vont affronter cet examen d'État affûtent déjà leurs armes pour mieux l'affronter. Au CG 30 mars, les préparatifs vont bon train, puisque leur est maintenant aux travaux dirigés une étape cruciale pour ces candidats qui visent à mieux les préparer, car cet examen est aussi un moment de mettre en place les notions acquises tout au long de cette année scolaire. Du côté de la direction, tout est prêt pour les candidats, comme on nous le confirme sur les préparatifs. Les candidats sont toujours en train d'être encadrés par les professeurs qui viennent de temps en temps. Là, nous sommes à la fin de la dernière semaine. Depuis le lundi, on termine samedi. À partir de samedi, nous allons libérer les enfants qui se préparent pour le mardi prochain. Donc les candidats sont bien encadrés. On n'a pas rencontré de difficultés, plus c'est quelque chose que nous faisons d'habitude. Donc ça se fait toujours dans la continuité de ce que nous faisons d'habitude.
Bon, les candidats savent déjà qu'ils ont un examen à passer. Le message qu'on peut leur apporter présentement, c'est celui qui doit consister à leur demander d'être toujours en alerte. Ils doivent garder le même rythme jusqu'au moment de l'examen. Ils ne doivent pas paniquer. C'est vrai que nombreux vont passer l'examen pour la première fois. Mais on leur rassure que c'est comme d'habitude, comme se font les compositions, c'est un examen, comme tout autre examen. Ils ne doivent pas paniquer, ils ne doivent pas être frustrés. Ils doivent garder leur morale toujours haut, comme d'habitude. Et je crois que comme ça, là, s'ils suivent ces consignes, ils vont bien passer l'examen. Quelques candidats rencontrés sont sereins et comptent bien contextualiser les derniers préparatifs relatifs à cet examen d'État. Au BPCRO, je me suis bien préparée. Et là, on a fini les cours. Je pense que je suis prête pour affronter mon examen. Ouais, on a fini le programme et là, on fait que le TD, des cours de rattrapage en fait. Au moins, je me suis préparée quand même, ça va pour le BPC rouge. Je suis sûre en moi, je vais avoir ce BPC-là parce que je compte sur moi et sur Dieu va m'aider pendant l'examen. À présent, on fait les TD de rattrapage. Vu qu'on a fini avec toutes les leçons, tous les programmes, donc là, on fait sur les TD. Le mardi, on commence par maths, histoire, géo. Là, je suis vraiment prêt. Notons que, pour le premier jour, les candidats vont débuter par les mathématiques et l'histoire-géographie. Et cet examen va durer 4 jours. Reste juste à souhaiter bonne chance à ces candidats. À Dolisie, l'élu de la circonscription unique de Mongoundou Nord, Anissé Doumangoï, a effectué une descente parlementaire envers ses mandants. Josephat Tekous pour plus d'informations. Cette descente parlementaire s'inscrit dans le cadre de la 11e session ordinaire dite administrative de l'Assemblée nationale qui s'est tenue du 1er février au 10 avril 2026. Au cours de cette descente, le député de la circonscription unique de Mongoundou Nord, Anissé Doumangoï, a remis officiellement à l'État les clés du poste de santé de Pungu qu'il a réhabilité et équipé en médicaments, lits et matelas, appareils microscopiques et bien d'autres appareils de santé. Cette cérémonie de remise des clés du poste de santé de Pungu a été rehaussée de la présence du sous-préfet Adrien Mavungu, en présence du représentant de la direction départementale de la santé et des populations du district. Prenant la parole pour son mot de circonstance, Anissé Doumangoï a souligné ce qui suit. Pendant des années, les femmes enceintes, les enfants fébriles, les personnes âgées et ceux qui souffraient devraient parcourir des dizaines de kilomètres pour rejoindre le centre de soins de Binanga. Combien de vies ont été perdues en chemin? Ce poste de santé va accueillir, soigner et protéger nos familles. Cette action s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso et son projet de société. Ensemble, accélérons la marche vers le développement. Achever ce poste de santé, c'est rapprocher les soins de nos mamans, de nos enfants et de nos anciens. Protégez-les, n'y jetez pas d'ordures, signalez tout acte de vandalisme. Après son mot, le député de Mongoundou Nord a remis au sous-préfet les clés de ce poste de santé pour qu'il soit mis au service des populations. Le sous-préfet, à son tour, les a transmis aux services utilisateurs après avoir remercié et félicité le député pour l'acte posé. L'acte que vous posez cet après-midi entre bel et bien dans le processus qui consiste à mettre en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso et son gouvernement, qui voudrait que chaque Congolais, où qu'il se trouve, dans un milieu urbain, rural, qu'il reçoive les soins de santé de qualité et à moindre coût. Donc, pour ce geste, nous vous renouvelons notre profonde gratitude. Les populations, quant à eux, n'ont pas tari d'éloges aux députés pour leur avoir approché les soins de santé. Ce n'est pas d'abord le premier don qu'il a fait dans le district de Mongoundou Nord. Il a commencé par la réfection de l'école primaire de Mongoundou qui aujourd'hui est praticable déjà. Aujourd'hui, il a remis les clés officiellement à monsieur le sous-préfet du district pour qu'on puisse commencer de travailler
dans le poste de santé de Pungu. Vraiment, nous sortons de cette cérémonie vraiment très satisfaits. Outre la remise des clés du poste de santé de Pungu, Anissé Ndumangoï s'est entretenu avec les jeunes du district dans la salle de réunion de la sous-préfecture, question de bâtir les stratégies pour la mise en œuvre de la formation à la conduite et à la couture, dont le matériel avait déjà été acheté. Ces jeunes ont soumis aux députés plusieurs doléances, parmi lesquelles le non-respect du cahier de charges par les sociétés chinoises qui exploitent de l'or à Mongoundou Nord. Dans ce cahier de charges, il est question de réaliser les puits d'eau dans les villages et les doter en groupes électrogènes. Malheureusement, il n'y a qu'un seul village qui bénéficie d'un groupe électrogène et d'un puits d'eau qui ne produit aucune goutte d'eau. Face à cette situation, le député Anissé Ndumangoï a visité la société Sang Congo Mining qui exploite de l'or à Bimvoulou pour s'enquérir de la situation. Signalant qu'à son arrivée à Mongoundou Nord, Anissé Ndumangoï a pris part au lancement des épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires lancé par le sous-préfet Adrien Mavungu à l'école primaire de Ngubungubu. À cette occasion, il a apporté une assistance alimentaire aux élèves candidats et au personnel enseignant. À l'échelle internationale et précisément en République démocratique du Congo, des personnes en deuil se sont rassemblées hier vendredi à Bunia pour enterrer une petite fille de 6 mois décédée du virus d'Ebola en début de semaine. Le 3e enfant a succombé à cette maladie dans un orphelinat de la République démocratique du Congo. Illustration. En République démocratique du Congo, une petite fille de 6 mois est décédée du virus Ebola. Il s'agit du 3e enfant qui succombe à cette maladie dans un orphelinat à Bunia, épicentre de la fièvre hémorragique. Le minuscule cercueil est porté en terre par des agents de la Croix-Rouge sous les prières d'un prêtre catholique. On vivait à l'orphelinat Saint-Nicolas des Sœurs de Marie, ici à Bunia, donc à l'église catholique de Tchemtchem, et c'est là que la femme vivait. Et voilà, il a attrapé la maladie et on a constaté seulement que la femme présentait les signes de cette maladie à virus Ebola. Et rapidement, on l'a précipité à l'hôpital. Bon, malheureusement, elle n'a pas survécu. La gestion de la crise a été compliquée par des affrontements entre les habitants et les professionnels de santé au sujet des enterrements perturbés et la lutte contre l'épidémie qui a parfois suscité l'intervention des forces de sécurité. S'il a eu cette maladie, ça veut dire que quelqu'un malheureusement la lui a transmis. Et cela rappelle encore à quel point c'est important la détection rapide des cas pour pouvoir isoler les patients infectés et d'éviter la chaîne de transmission. La souche Bundibugyo, responsable de cette épidémie d'Ebola, ne fait l'objet d'aucun traitement ni vaccin approuvé. Et les professionnels de santé se sont récemment déclarés en manque d'équipement adéquat pour se protéger. Et du côté de la Côte d'Ivoire, la police ivoirienne a annoncé vendredi avoir arrêté un homme accusé d'avoir utilisé des faux documents judiciaires pour ordonner la démolition d'une grande partie d'un quartier à Abidjan. Suivez. En Côte d'Ivoire, la police a annoncé vendredi l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir utilisé un faux document judiciaire pour ordonner la démolition d'une grande partie d'un quartier d'Abidjan. Une affaire qui suscite l'indignation depuis le 3 juin dernier, date à laquelle une partie du quartier Koumassi-Campement a été rasée par des bulldozers. Depuis quelques années, des habitations précaires sont régulièrement démolies au nom de la sécurité publique. Mais cette fois, le gouvernement dément toute implication. Selon lui, la démolition aurait été ordonnée par Jacques Louis-Brou, un ancien ingénieur de télécommunications à la retraite. Une enquête a aussitôt été ouverte et un mandat d'arrêt délivré à son encontre. Cet homme d'affaires de 76 ans a finalement été interpellé jeudi dans le quartier de Port-Boué. Selon le procureur d'Abidjan, Oumar Braman Koné, ce document brandi par Jacques Louis-Brou dans une vidéo n'autorisait la démolition d'aucun bâtiment. Coup d'arrêt diplomatique. Les discussions en vue d'un accord final prévu vendredi en Suisse entre l'Iran et les États-Unis, auquel devait participer le vice-président américain James David Vance, ont été reportées. Les pourparlers en vue d'un accord final prévu ce vendredi en Suisse entre l'Iran et les États-Unis, auquel devait participer le vice-président américain J.D. Vance,
ont été reportés. Les médiateurs tentent désormais de reprogrammer cette discussion jugée essentielle pour ouvrir la voie à des négociations sur une sortie durable du conflit. Tous les regards se tournent vers le Liban où la poursuite des combats menace l'ensemble de l'accord. L'armée israélienne a annoncé tôt vendredi avoir mené des frappes nocturnes sur des cibles dans le sud du Liban. De son côté, le Hezbollah fait état de violents affrontements sur le terrain. Cette escalade fragilise le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis censé mettre fin à la guerre. Le texte signé électroniquement par les deux parties prévoit notamment l'arrêt des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Autre enjeu majeur, le détroit d'Ormuz. Ce point stratégique a pu rouvrir au trafic maritime international grâce à l'accord. Il n'y a pas de plus grande joie que celle qui vient de l'achèvement d'un travail. C'est en ces mots que nous refermons cette page d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie également l'équipe de rédaction et de production qui m'ont accompagné le long de cette semaine. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir.